Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Channel. On s'intéresse aujourd'hui à la double compétence droit et management. Pour en parler, nous avons réuni des experts du sujet. Ils sont avec nous pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Céline Verdrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du recrutement et des concours à l'IESEG. Emmanuel Gardonis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur académique à l'Université catholique de Lille. Et Maxime Delabarre, qui va nous rejoindre tout à l'heure, est étudiant en deuxième année dans le programme international Business and Law. Merci d'être avec nous. On commence tout de suite avec une question sur l'utilité de cette double casquette en management et en droit. Donc bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous pour cette orale spéciale droit et management. Donc on a une première question qui est arrivée, c'est l'auteur qui la pose. Quels sont les avantages d'une double formation juridique et management? Qui veut répondre? Je pourrais répondre en fait. Obtenir la double compétence en droit et en management est une nécessité actuellement en fait dans le marché de l'emploi. C'est indispensable en fait pour un juriste par exemple qui veut évoluer dans un milieu professionnel international de maîtriser d'avoir de bonnes connaissances en management, et il en va de même en fait pour un bon manager qui doit être capable d'identifier les risques juridiques des éventuelles décisions qu'il va prendre. Donc ça devient incontournable, si je pourrais dire, de maîtriser les deux. Et en plus, on voit que dans le marché de l'emploi, c'est les entreprises en fait qui demandent exactement en fait cette double compétence. Donc on a pas mal d'exemples d'étudiants qui font du droit ou du management et qui, au bout de 5 années par exemple, lorsqu'ils obtiennent le Master 2 par exemple en droit des affaires, vont chercher en fait de faire une 6e année d'études en management, ou l'inverse pour les étudiants qui sont des étudiants en école de commerce, justement pour compléter cette formation initiale avec une autre plus-value, si je pourrais dire, qui leur permettra justement de prétendre à cette double compétence et répondre aux besoins du marché de l'emploi. Donc vous avez bien identifié un vrai besoin, Céline? Oui, un vrai besoin. C'est vrai qu'on constatait, nous, à l'IESEG, qu'on avait énormément d'étudiants qui continuaient leurs études après 5 ans en droit pour avoir une casquette supplémentaire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants en droit qui cherchent également à compléter leurs études en management. Et une année ne suffit pas forcément à acquérir une formation très complète en management. C'est pour ça que l'opportunité d'un étudiant qui hésite entre les deux, qui s'intéresse au droit, mais aussi au management, faire une formation qui allie les deux peut vraiment être un atout. Alors on complète avec la question de Sylvie. Pour quelqu'un souhaitant devenir avocat d'affaires, quel est l'intérêt de la partie management? Je pourrais vous donner un exemple très concret de quelqu'un par exemple et c'est mon exemple, qui a travaillé en droit de la concurrence. Est-ce que vous pensez qu'en droit de la concurrence, on n'a pas besoin de connaissances, de notions économiques pour gérer les dossiers du droit de la concurrence? Ça devient vraiment un incontournable. Personnellement, j'ai fait une formation en droit, je suis une formation purement juridique, et j'ai appris en fait un certain nombre de notions de techniques sur le champ, justement parce que je ne possédais pas en fait cette double compétence. Donc il y a pas mal de domaines, c'est pas uniquement le droit de la concurrence qui est concerné, le droit de société pareil. Donc il y a pas mal de secteurs en fait du droit des affaires de manière générale qui nécessitent en fait la connaissance de deux. Et spécifiquement du management, parce que vous me parlez d'économie, gestion, peut-être, mais management, peut-être c'est un peu moins évident. Un avocat, par exemple, qui travaille dans un grand cabinet international ou français et qui a besoin de développer une clientèle, vous ne pensez pas qu'il a besoin de compétences managériales pour pouvoir étendre son activité, tout d'abord gérer sa clientèle et par la suite développer sa clientèle. Je pense que c'est indispensable. Céline, vous voulez compléter? Oui, parce que le management, ce n'est pas uniquement faire de la gestion des êtres humains. Ça englobe des connaissances en comptabilité, en gestion, en économie, en macroéconomie, et également tout ce qui est, entre guillemets, l'économie internationale. Et donc, le management englobe toutes ces disciplines et c'est ça qui fait l'atout d'une double compétence. On va enchaîner avec la question de Anna. De plus en plus d'écoles proposent des doubles formations pour acquérir une double compétence. Donc c'est un peu à la mode, c'est ce qu'elle veut dire par là. Face à une telle inflation, ce type de double diplôme est-il réellement un élément de différenciation? Oui, parce qu'en France, la double compétence en 5 ans, avec une formation complète en 5 ans droit et management, est unique.
Évidemment, il y a d'autres écoles qui proposent des doubles compétences, des doubles diplômes avec école d'ingénieur, école de management, etc. Et je pense que là, on est sur une tendance qui est de plus en plus forte, qui répond à la demande du marché et à la demande des étudiants qui veulent faire à la fois apprendre une technique et une autre. Et c'est, je pense, c'est un véritable atout en fait pour tous ces jeunes qui veulent se lancer dans des métiers très divers. Et donc, je les invite, moi, à suivre ce genre de formation, quelle qu'elle soit. Alors plus spécifiquement pour la formation à l'IESEC, qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents déjà? Quels sont-ils vos concurrents? On n'a pas de concurrent sur ce programme, justement, en fait, puisqu'on propose un programme en 5 ans. Donc on est vraiment sur un package, tout compris en 5 ans, avec intégration directement après le bac pour 5 années. Et à la fin des 5 ans, l'étudiant aura à la fois le master grande école de l'IESEG et un master 2 en droit des affaires de la faculté de droit. D'accord. Justement, en fait, c'est cette idée-là, j'aimerais bien en fait compléter ce que tu viens de dire. C'est l'idée qu'on parle d'un double diplôme, donc avec lesquels au bout des 5 ans, en fait, on obtient, même si on l'appelle un double diplôme, on obtient en réalité 3 diplômes, parce que la faculté de droit de l'Université catholique de Lille attribue le diplôme de master de droit des affaires. Entre-temps, on obtient bien évidemment la licence droit au bout de 3 ans, et on complète bien évidemment avec le diplôme grandes écoles en fait, donc double diplôme, mais qui donne accès en fait à 3 diplômes en réalité. Il ne faut pas confondre avec la codiplomation qui parfois n'est pas exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on note sur notre CV quand on sort de votre formation? On note les 3 diplômes sur le CV? Oui. Bien sûr. D'accord. Et quand on sort du bac, comment vous vous faites connaître en fait? Parce que ce n'est pas forcément naturellement sur vers quoi on veut aller quand on veut devenir avocat d'affaires par exemple. On pense plutôt à la fac de droit naturellement. Alors, effectivement, on a des étudiants qui veulent faire que du management ou du commerce et qui découvrent ce parcours et qui hésitaient déjà en terminale en étant en bac ES, entre je veux faire du droit ou je veux faire du commerce, et qui découvrent ce parcours et ce parcours qui les intéresse. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'appétence en droit, on ne va pas lui conseiller de faire ce double cursus puisqu'on a quand même la moitié des 5 années qui est dédiée aux disciplines du droit. D'accord. Alors, on a une autre question de Claire qui avait posé cette question. En ajoutant la corde management gestion à son arc, a-t-on nécessairement accès à une formation plus professionnalisante qu'un étudiant en fac de droit? Dans le double parcours, oui, puisqu'il y a tout un parcours de stages obligatoires chaque année. Donc un stage de découverte en première année, un stage un peu plus professionnalisant en deuxième année, un stage de troisième année, un stage de fin d'études en master, ce qui va faire une expérience professionnelle d'à peu près 12 mois de stage minimum, dont une partie à faire à l'étranger. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples de pratiques à part les stages? Comment vous faites pour professionnaliser, faire rentrer vos étudiants dans le monde du travail? Il faut prendre en considération que la professionnalisation, ce n'est pas uniquement les stages, c'est plus que les stages, c'est l'enseignement tel qu'il est fait. On s'adresse en fait à des professionnels qui vont essayer en fait de donner leur propre expérience en fait aux étudiants. En deuxième année, je prends un exemple, je préfère utiliser de l'exemple pour rendre les choses plus concrètes. On fait la matière fondamentale du droit des contrats. On sélectionne comme chargé TTD en fait de professionnels, des avocats avec une expérience qui sont prêts à répondre aux questions des étudiants avec des exemples concrets qu'ils ont vus dans la pratique. Donc l'approche est beaucoup plus pratique et ça permet. Ça c'est quelque chose qu'on voit aussi en faculté de droit, oui. Les cas pratiques. Qu'est-ce qui fait votre différence en fait? Alors nous, sur la partie management, c'est vrai qu'on a un programme qui s'appelle Talent, qui est un programme dédié à tous les étudiants, quelle que soit l'année, et on les aide, entre guillemets, à construire leur projet professionnel. Donc ils vont rencontrer des coachs certifiés qui vont les accompagner pendant tout leur cursus et qui vont les aider à monter leur projet professionnel. Alors ça passe en première année par l'élaboration d'un CV, d'une lettre de motivation, ça va se poursuivre en deuxième année avec déjà les choix de stage, d'entreprise, et tout au long des 5 ans, on va les aider à travers ce programme qui est vraiment un programme très, très pointu sur la partie vraiment coaching professionnel. D'accord, vous dites qu'on part en stage en deuxième année? Première, deuxième année, troisième année et master.
Quel type de stage font la plupart de vos étudiants? Est-ce que c'est toujours en cabinet d'avocat ou il y a d'autres possibilités? Alors, les exemples de stages de première année, c'est un stage de découverte. Donc, ça va être un stage d'assistant. Donc, cette année, on en a qui ont été assistants dans des grands cabinets d'avocats ou assistants dans des banques, dans des grands magasins, magasiniers, manutentionnaires. On est sur un travail de découverte. Donc, ça, c'est le stage de première année. Le stage de deuxième année, il va déjà être plus orienté commercial, mais ça peut être à la fois dans le monde juridique ou développer l'argumentaire de vente à travers les cours de technique de vente qu'ils auront suivis en deuxième année. Donc au cours de votre cursus, ils vont faire des stages à la fois en management et en droit. Oui, tout à fait. C'est obligatoire. Oui, exactement. Ils doivent faire au moins en fait un stage dans l'autre discipline qui les intéresse. S'ils sont intéressés par le droit, ils doivent au moins faire un stage en fait en management, en finance, en comptabilité. Et vous les aidez à trouver les stages? Alors on a une plateforme qui centralise toutes les offres de stage et qui les diffuse à nos étudiants et pour ce programme IBL en particulier, oui. Alors puisqu'on parle des stages, on va aller un peu plus loin et parler des débouchés. Quelles sont les perspectives offertes pour de tels profils? C'est la deuxième partie de cette émission. Donc voilà, pour cette deuxième partie, on s'intéresse donc aux débouchés offerts, aux perspectives pour ces profils double casquette. Alors il y a Esther qui a posé la question, y a-t-il réellement une demande des entreprises pour des étudiants formés dans ces deux domaines? Donc vous disiez tout à l'heure vous aviez ressenti un besoin au moment de créer donc, cette formation. Alors comment ça se traduit exactement? Bon, dans le parcours International Business and Law, en fait, nous avons des étudiants actuellement qui sont en deuxième année d'études. Donc, on n'a pas encore des étudiants qui sont diplômés et on n'a pas des exemples concrets qui ont été pris en fait en entreprise. Mais on constate tous les jours avec les entreprises avec lesquelles nous sommes en contact, ou avec les grands cabinets, qu'il y a un fort intérêt. Il est démontré par le fait qu'on a pas mal d'avocats ou de managers qui sont intéressés en fait à faire des conférences justement pour faire la connaissance de ces étudiants-là. Donc, ils viennent en fait à la faculté ou à l'ISEG pour faire une conférence spécialisée. C'est un autre élément assez particulier de ce programme-là. On a eu pas mal de conférences en arbitrage, on va avoir d'autres cette année-là en médiation. Justement, c'est une opportunité de rencontre entre les professionnels et les étudiants. Là, c'est en fait le double diplôme en fait, les attire particulièrement. Et je pense que de cette manière-là, il commence à nouer déjà quelques relations qui pourraient être très utiles en fait, dans l'avenir, au bout de 3 ans, en fait, lorsque la première promotion va arriver en fait, à la fin de leurs études. Est-ce que vous avez des partenariats spécifiques avec des entreprises en particulier qu'on peut citer? Alors on a des institutions bancaires justement où on a des postes, il y a des postes à pourvoir avec justement cette compétence juridique complémentaire. Après il y a des cabinets d'avocats mais qui ne sont pas encore nos partenaires, mais avec qui s'intéressent à nos étudiants. Et c'est vrai que quand on regarde les offres d'emploi sur le marché, des belles offres dans des grands cabinets, ils demandent souvent aux profils, aux candidats d'avoir justement soit à la fois un master en management et un master 2 en droit. Et donc, ils ont cette demande, cette double casquette. Et c'est vrai que ça évite, ce double programme évite à un étudiant de faire 5 ans d'à côté, plus 3 ans complémentaires. Donc, c'est vraiment le package que je mentionnais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est un package pour gagner du temps. C'est un package pour gagner du temps, exactement. Parce qu'il pourrait quand même faire ce que vous dites. Tout à fait. C'est pas uniquement pour gagner du temps. Parfois, on n'a même pas les opportunités. Par exemple, si vous voulez accéder à un Master 2, par exemple, en droit, ou un Master 1, vous avez besoin d'une licence. Ce que je veux dire, une licence en droit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, on n'a pas toujours, en fait, même l'accès à cette formation. Donc, ça devient, en fait, indispensable d'offrir cette possibilité aux étudiants de commencer dès le début, d'autant plus qu'il y a pas mal d'étudiants qui, en première année par exemple, ils sont à un projet professionnel mais qui n'est pas très bien désigné, donc ils attendent un petit peu pour concrétiser les choses en fait au fur et à mesure. Donc, en fait, ce programme gagner du temps aussi pour se faire son idée sur le métier. Exactement, et avoir des expériences pratiques en même temps qui vont permettre à l'étudiant de dire voilà ce que je veux faire finalement, c'est ça, et c'est pas ce que j'avais dans la tête au début en première année quand je suis inscrit au double diplôme. Il y a Jérémy qui a posé cette question. Quels sont les secteurs les plus friands en profil hybride droit et management?
Ça va être les grandes entreprises internationales qui qui demandent aux étudiants, aux candidats, entre guillemets, d'avoir cette compétence en droit international, comme on disait tout à l'heure, le droit de la concurrence, avec toute la dimension négociation des contrats, négociation internationale, et toute la partie aussi marketing qui nécessite aussi d'avoir des connaissances juridiques. Et ils peuvent travailler dans n'importe quel secteur ? Alors, on pourra confirmer ça dans 3 ans. Oui, parce que quand la promo qui est sortie sera diplômée, mais nous sommes quand même très confiants. Oui, je pense en fait qu'il n'y a pas de domaine particulier dans lequel ils pourraient participer. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est que j'ai vu pas mal d'étudiants en fait qui sont intéressés par un domaine, les ressources humaines, qui nécessitent en fait le mariage, entre guillemets, permettez-moi l'expression, du droit et du management. Donc, gestion du personnel et questions juridiques qui sont indispensables. Vous avez une spécialisation en RH ou il faudra qu'il fasse Oui, il n'y a pas une spécialisation, c'est tout simplement. Il y a des cours en ressources humaines, mais il n'y a pas de spécialisation RH dans ce programme, il faut être bien clair. Donc quand on sort du bac et qu'on veut être RH, pourquoi faire votre formation plutôt qu'une formation spécifique RH ? Alors, j'ai l'exemple, moi, d'un étudiant qui est diplômé depuis 3-4 ans maintenant, qui est responsable RH dans un grand groupe et qui, quand on l'a sondé, quand on a ouvert ce programme, et il a d'ailleurs fait un témoignage pour nous en précisant que s'il y avait eu ce programme, il l'aurait fait parce qu'il se rend compte aujourd'hui dans son métier RH, donc il a fait la spécialisation RH au niveau master. Et dans son job actuel, on lui demande d'avoir des compétences juridiques. Donc, il les a acquises, entre guillemets, sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il aurait, lui, aimé pouvoir suivre ce genre de parcours. Alors, on a parlé des secteurs, on va parler des postes plus particulièrement. Il y a Ahmad qui demande, à part juriste d'entreprise, à quel poste puis-je postuler une fois diplômé d'une telle formation ? Parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas une idée précise de toute l'étendue que peut offrir cette double compétence. Alors effectivement, il y a les postes de juriste d'entreprise, les postes d'avocat d'affaires, des postes de responsable RH ou de responsable ou directeur financier après en vieillissant. Qu'est-ce que tu as Je pourrais ajouter aussi quelques postes qu'on retrouve et qui sont parfois, comme ils sont en anglais, parfois on n'a pas exactement l'idée de ce que c'est. Un contract manager par exemple, quelqu'un qui gère des contrats dans des grandes entreprises en fait, ou de compliance manager par exemple. Ce sont des métiers qui nécessitent la connaissance de management et ce sont plutôt des gens qui étaient dans d'autres postes en fait en entreprise et qui avaient au tout début en fait occupé ce type de poste et par la suite bien évidemment ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de compétences juridiques et ils ont essayé de compléter d'une certaine manière. Mais actuellement on voit que lorsqu'on voit par exemple un poste de travail comme contract manager, on voit tout de suite le droit, le droit de contrat et la gestion. D'accord. Alors là, ça sera pour la promotion qui n'est pas encore sortie. Actuellement, ils sont en stage. À quel poste sont vos étudiants en stage ? En deuxième année, c'est le stage plutôt commercial. Donc il n'y a pas du tout de poste en cabinet d'avocat, par exemple ? Ça bien peut, sûr. Mais ce ne sera pas avec une dimension ultra juridique au niveau de la deuxième année. D'accord. Chaque année, il y a un stage qui va permettre à l'étudiant de gravir les échelons au sein de l'entreprise. Donc, un stage d'assistanat en première année, un stage un peu plus commercial deuxième année, un stage plus professionnalisant, et là, on rentre plus soit dans le vif du sujet juridique ou soit dans le vif du sujet managérial, selon le choix de l'étudiant, et le stage de fin d'études qui, normalement, servira de tremplin à l'embauche. Très bien. On a une question de Judith. Quelles sont les possibilités d'embauche à l'étranger ? Donc, vous disiez que c'était un programme international. Dans quelle mesure quelle est la dimension internationale de votre programme ? Comment elle se manifeste ? Tout d'abord, la moitié du programme, c'est même plus en fait que la moitié du programme, est enseigné en anglais. Donc, ce n'est pas uniquement le matière de gestion qui sont, à partir de la troisième année, elles sont, je ne me trompe pas, exclusivement enseignées en anglais, mais aussi à la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon, on enseigne en fait pas mal de matières de droit européen ou de droit international exclusivement en anglais. On insiste sur la partie du vocabulaire juridique à développer dès le début. On a un cours spécialisé de Legal English. Et c'est un exemple en fait de l'alliance entre les deux parce qu'ils font de English for Business en fait à l'IESEG. Ils font chez nous en fait le Legal English, le vocabulaire juridique
pour maîtriser vraiment en fait le langage nécessaire en fait dans le monde des affaires. Et puis c'est pas uniquement en fait le matière. Parfois on a affaire avec des matières qui sont enseignées en français, mais qu'on a l'impression qu'elles élèvent exclusivement du droit interne. Et ce n'est pas l'exemple. J'utilise à nouveau l'exemple du droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, même s'il est enseigné en français, c'est une matière d'inspiration principalement communautaire, voire même américaine. Donc c'est surtout une matière internationale. Donc au niveau des admissions, j'imagine que vous testez vos étudiants, leur niveau d'anglais. Comment ça se passe? Quel niveau il faut avoir pour entrer dans votre formation? Alors au niveau du recrutement, il y a un concours à passer. Donc la première étape, c'est passer un concours d'entrée qui comprend des épreuves écrites, donc une épreuve de mathématiques, de synthèse, de culture générale et d'anglais. Et si le candidat est admissible, il viendra passer 2 épreuves orales, un entretien de motivation et un oral d'anglais. Et un entretien complémentaire à la faculté de droit pour ce double diplôme. Et au niveau du niveau en anglais à avoir, alors on ne leur demande pas d'être bilingue en terminale. On s'assurera qu'ils le seront à la fin des 5 ans. Parce qu'en terminale, c'est un peu compliqué d'être bilingue. Si on n'a pas fait de stage à l'étranger. C'est pratiquement impossible d'être bilingue. Donc c'est pour ces raisons-là que nous avons prévu dès la première année ce cours de English for Business et de Legal English justement pour progressivement développer ce vocabulaire. D'accord. Et donc on continue sur l'étranger. Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises étrangères? Alors, entreprises étrangères, non. Universités partenaires, oui. Puisque lesquelles? Tous les étudiants ont l'obligation de partir en échange universitaire, soit en 3e année, soit en master. On a une 15aine d'universités partenaires sur ce double diplôme. La difficulté quand on a cherché des partenariats, c'était de trouver une université qui avait à la fois une faculté en gestion, management, et une faculté en droit. Je vais vous citer 2-3 exemples. Il y a la Bocconi en Italie, il y a Cornell University aux États-Unis, donc on a quand même des universités prestigieuses qui ont accepté de collaborer avec nous sur ce double parcours. Il y a une 15aine d'universités, j'ai ces 2 là en tête. Partout en fait, il y a au Royaume-Uni, Northampton University, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Oui, en Argentine même. Donc c'est partout dans le monde qu'on essaye de développer en fait de partenariats pour leur permettre de faire 6 mois de stage, 6 mois d'échanges universitaires qui sont obligatoires à l'étranger. Est-ce que votre formation a vocation à vos étudiants de partir à l'étranger, de trouver du travail à l'étranger, ou est-ce que c'est trouver un travail en France plutôt? Alors si c'est comme les diplômés de notre école, il y a à peu près 30% des diplômés qui commencent leur travail, leur vie professionnelle à l'étranger. Donc si ce ratio se convertit pour eux, il y en aura une partie également. Et en discutant avec eux, vous avez une idée de où est-ce qu'ils veulent travailler, en France, à l'étranger? Pour l'instant, ils sont pas sur... en tout cas, les retours qu'on a ne se portent pas sur ce point-là, en fait. D'accord. Alors, vous disiez que vous enseignez peut-être en anglais les différentes juridictions. Vous enseignez comment, en fait? Comment c'est possible d'enseigner toutes les juridictions différentes de tous les pays, justement, pour avoir cette dimension internationale? On n'essaye pas d'enseigner tout le droit possible, c'est impossible. On part par l'idée que tout d'abord, il y a 2 grands systèmes juridiques. Il y a le système juridique de droit civil, comme on les appelle, en fait, comme la France, l'Allemagne, etc. Et puis le système de pays du common law. Et là, en fait, le système est complètement différent. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de tout d'abord mettre en valeur cette différence pour permettre à l'étudiant de savoir déjà qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas appréhendées de la même manière dans d'autres pays, surtout par exemple dans des domaines comme le droit des biens, par exemple, qui sont vraiment du droit national. Et puis, il y a des domaines comme le droit des contrats, où il y a une influence mutuelle entre, surtout dans les contrats internationaux, où on voit que la France a fait une réforme assez récente, par exemple, en droit des contrats, justement pour rendre le droit des contrats plus attractif à l'échelle internationale et plus proche, en fait, je pourrais dire, de pays du common law. Donc, on essaye de montrer aux étudiants que tout d'abord, il faut bien maîtriser le droit interne, parce qu'il faut commencer par ça, mais il y a d'autres matières qu'il faut absolument étudier et comprendre pour pouvoir vraiment évoluer dans un contexte international. Très bien. Alors une dernière question pour cette partie de Dimitri. Cette double casquette permet-elle de prétendre à des salaires plus importants que les profils classiques? Merci. C'est ce qu'on espère. Ouais, vous n'avez pas encore de... On verra dans 3 ans. Est-ce que vous avez fait des projections par rapport au salaire
moyen, par exemple? Alors, si on prend les exemples par exemple, des étudiants IESEG actuels qui sont sortis, qui ont justement le cas de l'étudiant tout à l'heure qui est responsable RH, c'est sûr que au sein de l'entreprise dans laquelle il est, d'avoir travaillé en plus au sein de l'entreprise cette partie juridique lui a permis de gravir les échelons plus facilement. Donc, on estime qu'un étudiant qui va arriver avec le package en main, cette double compétence, il pourra vraiment la valoriser d'un point de vue financier. Alors, au niveau des stages, puisque effectivement vos étudiants sont en stage et pas encore en emploi, comment sont-ils payés? Est-ce qu'ils sont mieux payés que les autres étudiants en management ou en droit classique en ayant cette double casquette? Est-ce que ça fait quelque chose? Ça dépend de l'entreprise, ouais, c'est pas quelque chose qu'on pourrait déjà pour un étudiant de première année parce que ce sont celles qui ont déjà fait un stage en fait dans ce parcours. Ça dépend exclusivement de l'entreprise pour le moment. Hein. Mais je pense que plus qu'un étudiant avec son parcours sera sollicité, plus qu'il aura des choix. Et bien évidemment, avec plusieurs choix, vous avez éventuellement la possibilité d'augmenter votre salaire. Hein. Je pense que... C'est quelque chose de bien à savoir. Oui, bien sûr. C'est très intéressant parce que, surtout, dans pas mal d'hypothèses, on n'a pas le choix. On prend un emploi parce qu'on a passé 90, permettez-moi l'expression, entretiens qui ont échoué. Et puis, quelqu'un nous dit, on vous prend, alors vous dites oui. Donc, si vous avez un choix, c'est un grand atout. Céline Verdrière, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à ces questions. Merci. On va tout de suite accueillir pour la troisième partie Maxime Delabarre, qui est étudiant en deuxième année dans le programme International Business and Law de l'IESEG et de l'Université catholique de Lille. Merci. Bienvenue dans la troisième partie de cette émission, un oral spécial droit et management. Dans cette troisième partie, nous allons aborder l'utilité de choisir le programme spécifique de l'IESEG et de l'Université catholique de Lille, International Business and Law. On accueille tout de suite Maxime Delabarre. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu es étudiant en deuxième année dans le programme? Exactement. On a d'abord une question d'Esteban. Y a-t-il des qualités requises pour intégrer votre programme? Alors peut-être qu'on va commencer par vous, Emmanuel. Alors, comment vous sélectionnez vos étudiants? De qualité requise. Tout d'abord, c'est un programme qui nécessite une bonne maîtrise de l'anglais pour avoir un point de départ en fait pour développer par la suite le vocabulaire dont on parlait tout à l'heure. Et puis, ce qui demande, c'est plutôt en fait ce que nous intéresse, c'est d'avoir des étudiants qui sont vraiment motivés à suivre ce double parcours parce que c'est un parcours très exigeant. Et il faut que l'étudiant avec une charge de travail supplémentaire qui peut atteindre le 30%, donc il faut que quelqu'un soit vraiment motivé pour qu'il rejoigne le parcours. Après, bien évidemment, vous avez vu qu'il y a une sélection particulière et un concours à passer. Alors justement, on va peut-être parler un petit peu du concours avec toi, Maxime. Oui. Alors, quelles étaient les épreuves que tu as dû passer et comment tu les as ressenties? Alors moi, en fait, c'est un petit peu particulier parce que j'étais pas au courant en fait du double diplôme IBL au début. Donc j'ai passé le concours Access pour intégrer l'IESEG de façon en fait assez classique. Et c'est lors même de mon entretien à l'IESEG où justement, en me demandant ce que je voulais faire, ils m'ont proposé de faire ce double diplôme. Donc je m'y suis intéressé. Donc moi, c'est un petit peu particulier. Sinon, c'est en fait un oral assez spécial, qui me pour intégrer le double diplôme, il me semble, mais de toute façon, il faudra passer Access en fait. D'accord. Qui est finalement assez accessible à partir du moment où, encore une fois, on est motivé. Je pense que c'est vraiment en fait la motivation le plus important. C'est même par rapport à l'anglais, si on a un niveau bac, c'est suffisant pour pouvoir comprendre les cours et puis en fait on progresse très vite dans ce programme puisqu'on a beaucoup de cours en anglais, que ce soit des cours de droit, que ce soit des cours de commerce en anglais. Donc en fait on est un peu obligé de s'y mettre et donc on progresse très vite en anglais, mais à partir du moment où on est motivé. Je pense que de toute façon s'il n'y a pas de motivation, c'est pas très intéressant de faire ce double diplôme qui a une charge de travail en plus, qui demande une certaine rigueur et même une ouverture d'esprit, donc faut être motivé en fait. D'accord. Bon, la motivation, j'imagine que tu l'avais en voulant rentrer déjà à l'IESEG tout court. C'est ça. Et est-ce qu'il faut avoir une appétence au moins pour les deux matières, sachant que le droit, on n'a pas du tout fait en terminale ni au lycée? Justement, c'est assez difficile d'avoir un goût pour le droit en fait, à part quelques élèves assez rares qui ont déjà pu toucher un peu le droit avant de venir. Le droit, c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas au lycée et qu'on ne connaît absolument pas avant de passer les concours. Donc comment être motivé par le droit qu'on ne connaît pas? Et bien justement, en fait, il faut tout simplement se projeter. Il faut savoir, il y a pas mal d'étudiants qui savent justement qu'ils veulent devenir avocat d'affaires, juge ou que sais-je. Et
même si on ne connaît pas la matière du droit, sa finalité peut nous intéresser. En fait, le fait de devenir avocat d'affaires, ça peut nous intéresser. Et auquel cas, on n'a jamais fait de droit, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et il faut se poser la question si ça vaut le coup de faire ce double diplôme qui justement permet d'allier les deux. Le commerce, c'est déjà un petit peu plus, c'est quelque chose qui est un petit peu plus commun en fait, qu'on voit tout de suite. On voit tout de suite un peu ce que c'est. Le droit, pas du tout. Et donc, ça permet un peu de mixer les deux. Est-ce qu'il y a des qualités prérequises pour entrer dans ce programme? Est-ce qu'il y a des qualités sinon qu'on peut développer grâce à votre formation? Il y a pas mal de compétences en fait, qu'on va développer au bout d'une certaine période, parce que c'est quelque chose qu'on va avoir tout de suite. Ces étudiants-là, comme Maxime vient de dire, en fait, sont obligés de suivre des cours de droit et de management en même temps, donc une grande adaptabilité, parce que l'enseignement de la comptabilité ne se fait pas de la même manière que l'enseignement du droit civil. La rigueur, la capacité de synthèse, c'est un élément qu'ils développent énormément, le fait en fait, qu'ils acquièrent pas mal de connaissances qu'ils doivent au bout d'un certain moment commencer à combiner. Se poser la question, est-ce qu'on peut faire ça par exemple en marketing lorsque la loi prévoit qu'il y a tel ou tel obstacle. Donc cette adaptabilité, cette polyvalence que les étudiants vont développer, puis bien évidemment le niveau d'anglais qui va leur permettre d'évoluer dans un contexte international. Et il y a un élément de plus, une particularité, c'est en fait le développement personnel et professionnel qui fait une autre, j'ai oublié peut-être de le dire tout à l'heure, une autre particularité, spécificité de ce parcours-là. On insiste, personnellement je pense que de plus en plus on va recruter des étudiants et de futurs en fait, employés en fonction de leurs compétences personnelles, que sur la base de diplômes qu'ils possèdent. En fait, on peut faire une annonce pour un juriste junior, par exemple, avec un master 2 en droit des affaires. Au bout de 10 minutes, on va avoir une centaine de candidats. Donc, ce qui va faire la différence, c'est les compétences personnelles de chacun, celui qu'on veut avoir à côté de nous tous les jours pour travailler avec lui. Et pour développer ces caractères, ces éléments de la personnalité des étudiants, on a prévu également 2 cours qui sont 2 cours, par exemple, de la prise de parole en public, comment fait-on, comment animer une discussion, un débat, une réunion, donc des choses qui leur permettent d'être opérationnels assez rapidement lorsqu'ils entrent en entreprise. Maxime, tu as déjà assisté à ces cours? Moi, j'ai assisté au cours de théâtre pour l'instant. Donc en fait, à l'IESEG, dès la première année, en fait, on a un cours de théâtre. Alors ça peut paraître un peu bizarre finalement d'aller dans une école de commerce et avoir un cours de théâtre. On nous met 3 heures dans une salle avec un prof de théâtre. T'as fait du Molière? On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Non, il fallait faire de l'impro. C'était encore assez particulier. Mais en fait, on se rend vite compte que c'est très important parce que... Tu ne veux pas devenir acteur après? Non, ça ne va pas susciter une vocation, mais c'est important quand même. C'est une fois qu'on s'est ridiculisé devant toute la classe une première fois en faisant n'importe quoi, après il n'y a plus du tout d'appréhension à parler en public. Et déjà, c'est un premier pas, donc déjà de parler devant 50 personnes, c'est plus du tout un problème. Et ensuite, on acquiert des compétences et on est capable de parler devant plus de personnes, etc. D'avoir des cours de prise de parole en public. Et finalement, c'est ce qui est super important. Maintenant, on ne peut pas imaginer travailler dans le droit, travailler dans le commerce, c'est pas être à l'aise à l'oral, pas être à l'aise devant un public. C'est complètement impossible, donc heureusement finalement que ces cours sont là. J'en ai d'ailleurs là lundi prochain, un cours de théâtre justement pour pouvoir... c'est un cours spécifique à cette formation ou c'est tous les étudiants? Non, c'est un cours de l'IESEG. C'est un cours de l'IESEG en fait. Vous êtes mélangé avec les autres étudiants? Non, on n'est que entre nous, parce qu'en fait c'est des petits groupes, on peut pas faire du théâtre à 80, donc on est une vingtaine me semble-t-il dans chaque cours de théâtre. Et donc en fait on est que entre nous, mais ça nous permet... finalement de ne plus avoir peur du regard des autres, et c'est super important finalement parce que voilà, on va être à l'aise devant notre classe, puis devant toute la promo, et puis après on va être à l'aise pour parler devant un amphi et c'est plus un problème. Alors, on va passer à la prochaine question, une question de Laurie. Quel intérêt de se spécialiser si vite directement après le bac? Pourquoi pas faire plutôt une formation plus généraliste et éventuellement après, on a un petit peu évoqué tout à l'heure. La particularité en fait de ce parcours-là, c'est que comme on disait en fait au tout début, c'est un programme unique et complet. Et l'objectif, ce n'est pas de spécialiser les étudiants dès la première année d'études. L'idée, c'est qu'au bout de 5 ans, ils vont obtenir de bagages juridiques, managériels solides qui leur permettront par la suite, en fonction de leurs projets personnels et professionnels, en fait, d'évoluer dans leur milieu professionnel. Mais l'idée, ce n'est pas de les spécialiser dès le début. Il faut qu'ils aient les bases nécessaires pour qu'ils puissent par la suite se spécialiser en droit des affaires, si c'est le droit qui les intéresse le plus en fait, mais avec en même temps de cours de management,
ou en finance, par exemple, ou en comptabilité, mais avec le bagage juridique qui est indispensable pour prétendre, comme vous disiez tout à l'heure, à un salaire un peu plus élevé. Et en quelle année on se spécialise alors? La spécialisation vient progressivement. Je pourrais dire en fait que c'est plutôt à partir de la 3e année qu'on a pas mal de matières, surtout en droit des affaires, qu'on voit déjà une première spécialisation. Bien évidemment, au niveau Master 1, Master 2, ce sont des années vraiment où on apprend de choses très, très, très particulières. Toi, ça ne te faisait pas peur de faire c'est quand même assez spécialisé, on est en droit et management, donc ça en crée fait, quand pas même... tant que ça, finalement, c'est moins spécialisé que de faire juste du droit ou de faire juste du management, parce que justement, on acquiert des doubles compétences et on fait les deux. Donc ce qui fait que là, par exemple, si je ne m'étais pas plu en IBL pour une raison X ou Y, j'aurais tout simplement pu basculer directement en droit, j'aurais pu basculer juste en management, j'aurais pu continuer des études autrement. Et en IBL, on n'est pas tous à vouloir devenir avocat d'affaires, on n'est pas tous à vouloir faire de la finance, et il y a plein de personnes qui soit savent pas trop ce qu'elles veulent faire, soit veulent voir autre chose en fait tout simplement. Et c'est ce qui est super intéressant dans ce cursus, c'est qu'on ne se spécialise pas au début, on se spécialise après bien sûr parce qu'on obtient un master 2 en droit des affaires, on est obligé d'avoir fait du droit des affaires et on est spécialisé. Mais dans la licence là, je fais du droit public, je fais du droit privé, je fais du droit pénal, je vois toutes les matières en fait en droit qui sont possibles. Et pareil à l'IESEG, je fais du marketing, je fais du théâtre, je fais de la comptabilité, des choses comme ça qui au premier abord, on n'a pas l'impression que ça a grand-chose à faire finalement dans ce cursus. Mais c'est ce qui est super intéressant, c'est de ne pas se spécialiser au début et que la spécialisation vienne progressivement et qu'en fait, au fil des années, voilà, on a une matière en plus, on a des choses comme ça qui nous mènent vers un master droit des affaires, mais pas au début. Et tu avais hésité avec une autre formation ? J'avais hésité avec plusieurs formations. Déjà, comme je n'étais pas au courant de la formation, comme c'était la première année, avant de passer mon entretien, moi, je voulais faire du droit au départ. Et je cherchais vraiment ce côté commerce, en fait, avec. Donc, j'avais hésité à m'inscrire à Dauphine, par exemple, ou à la Sorbonne pour faire des choses comme ça, notamment une double licence en éco et en droit. Tu n'avais pas du tout passé les concours pour d'autres écoles ? J'avais pas passé de concours pour d'autres écoles de commerce. Parce que vraiment, ce que je voulais faire de base, c'était du droit. Mais pas la fac. En fait, si, la fac de droit, mais avec quelque chose à côté. Et c'est ce que m'apporte ce programme. Je fais une fac de droit, mais par contre, 2 jours et demi par semaine, je suis en commerce. Et je fais autre chose. Parce que juste faire du droit, finalement, au bout de 5 ans, on a un master 2 en droit, alors c'est très bien, mais là, on est ultra spécialisé en droit. Et si on veut faire autre chose, c'est difficile. Et puis même sur le marché du travail, maintenant, tout le monde a un master 2 en droit. Et c'est un peu un problème parce que effectivement, non mais sur les marchés, pour être recruté en tant qu'avocat d'affaires, par exemple, tout le monde a un master 2 en droit, c'est la norme. Donc tu voulais avoir un élément de différenciation. Exactement, en fait, puis gagner du temps, parce que même si je m'étais posé la question de faire un master 2 en droit et ensuite de reprendre un cursus en commerce, mais ça me faisait perdre entre guillemets, j'avais 2 ans de plus. Donc ça me faisait 2 master 2 en 7 ans, là j'ai 2 master 2 en 5 ans, donc ça va me permettre potentiellement soit de passer des concours, passer le CRFPA, devenir avocat, ou alors aller étudier à l'étranger pendant ces 2 ans que j'ai gagné entre guillemets. Alors, on a une question de Carrie qui nous a posé cette question. À la sortie de votre cursus, on est juriste spécialisé en management ou manager spécialisé en droit. Donc, je pense que derrière cette question se pose la question de l'équilibrage entre, du coup, les deux casquettes. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. On est quelqu'un qui a, de manière égale, il a une double compétence au même niveau en droit et au management. C'est bien évidemment par la suite, c'est à l'étudiant, en fonction de son projet professionnel, de mettre l'accent un petit peu plus sur le droit parce que c'est ça qui l'intéresse. Il aime bien avoir de bonnes notes parce que ça lui permettrait éventuellement de prétendre par la suite à une meilleure, en fait, un diplôme, à une mention qui lui permettrait éventuellement par la suite d'être plus facilement recruté. Mais il n'y a pas en fait je me passe cette casquette, je suis avocat avec compétences managériales ou manager avec compétences juridiques. Et pour les recruteurs, c'est assez clair ça justement. Si on postule à quelque chose, un profil droit spécifiquement, ils vont pas se dire vous êtes quoi exactement, vous êtes manager ou vous êtes juriste. C'est justement les entreprises qui demandent exactement ça en fait. Ils demandent, on a pas mal d'exemples dans la pratique où on a de programmes qui proposent en fait une formation initiale en droit, mais avec un plus de côté de management. Et on sait très bien qu'au bout si on fait un programme d'une année ou de 2 années, on ne peut pas acquérir les connaissances profondes qu'on obtient au bout des 5 ans lorsqu'on fait un programme complet. Donc, surtout en droit, où les matières sont, surtout le droit des affaires, en fait, les matières sont liées étroitement entre elles. Et il y a des questions juridiques vraiment transversales
où il faut bien maîtriser le droit des sociétés, en même temps le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la distribution. Donc, il ne suffit pas tout simplement de maîtriser quelques matières pour pouvoir dire que je peux répondre à telle ou telle question juridique. Maxime, en termes d'heures de cours, on est assez équilibré. Est-ce que tu as l'impression que tu fais autant de management que de droit? Ouais, je pense qu'on est assez équilibré. Bon, peut-être à une heure près, bon, c'est pas trop le débat. On est assez équilibré, puis même en temps de travail personnel. Je pense qu'on est... en fait, même si on est tenté, parfois, forcément, on est toujours... Enfin, moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour le droit. Bon, ben voilà, je vais être tenté de bosser un petit peu plus le droit, d'acheter plus de livres de droit pour pouvoir m'améliorer en droit. Mais finalement, en fait, c'est aussi à nous de nous réguler parce que si on fait ça, on se désavantage par rapport à l'autre et c'est vraiment à nous de trouver cet équilibre, en fait. Et de se dire, bah voilà, j'ai bossé 2 heures de marketing, maintenant je peux bosser 2 heures de droit des affaires, ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs, mais faut trouver un équilibre. L'équilibre, il nous est donné par les heures de cours. On a à peu près le même nombre d'heures de cours et le même nombre de jours de cours au sein des 2 campus, donc en droit et en management. Et après, c'est à nous de trouver cet équilibre au niveau du travail personnel. Une dernière question de Henri du 69. Préparez-vous au concours d'avocat? À la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, de manière générale, on a des programmes en fait, qui permettent la préparation pour passer le concours d'avocat. Plus spécifiquement pour le programme IBL, la question ne s'est pas encore posée parce qu'ils sont déjà en 2e année. Et, bon, mais vous avez une idée de ce que veulent faire quand même vos étudiants on sait qu'il y a des étudiants qui sont attirés par les droits et on sait très bien qu'il y a d'autres qui sont plutôt attirés par le management, les finances, etc. Mais personnellement, je ne pose pas la question parce que j'attends qu'ils fassent quelques stages d'abord. Les stages, on parlait tout à l'heure de stages de 2e année, c'est assez intéressant parce que si quelqu'un fait par exemple un stage en cabinet d'avocat, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'un étudiant en 2e année peut apporter dans un cabinet d'avocat? Il peut apporter la recherche, ses méthodes de l'assemblée de doctrine, sa capacité éventuellement d'utiliser un modèle, parce qu'on n'attend pas grand-chose en fait d'un étudiant de 2e année, de prendre un modèle déjà d'assignation en justice ou de conclusion et de l'adapter à un dossier particulier qu'on va lui donner. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est que pour avoir une idée de ce que nos étudiants veulent faire, personnellement, moi j'attends en fait qu'ils fassent le stage de 2e et de 3e, voire même de 3e année, pour voir par la suite en fait combien d'entre eux sont intéressés plutôt pour passer le concours d'avocat, d'autant plus que le concours d'avocat, la plupart des étudiants le passent généralement au niveau de Master 2, pas avant, c'est un peu prématuré. Alors après, on va conclure rapidement. Tu fais ton stage actuellement ou tu vas le faire? Je vais le faire. En fait, les stages, ils se déroulent pendant la période estivale, donc pendant les vacances. Donc là, c'est entre juin et août, c'est un stage de 2 mois à faire. Et donc, je pense qu'on est un peu tous en train de chercher. On a tous commencé avant et puis ça commence à se concrétiser. Tu veux le faire dans quel secteur, quel poste? En fait, moi, j'aimerais bien le faire dans le secteur juridique, donc soit dans une entreprise, une grosse boîte en finance, par exemple, dans un service juridique, ou alors chez un jury, chez un avocat notamment. On verra. Alors, on arrive à 40 minutes d'émission. Je vais vous demander quelques mots de conclusion chacun. Maxime? En conclusion, je ne sais pas ce qui a été dit avant, donc c'est un peu particulier de conclure, mais c'est un super programme en fait qui permet de développer des compétences transversales et pas juste d'avoir 2 diplômes à la fin. En fait, on n'a pas juste un Master 2 en droit des affaires et un Master en commerce, on a les 2 d'un coup, ce qui permet justement d'avoir des compétences transversales, de pouvoir faire des liens. Effectivement, quand on travaille en marketing, on va avoir toujours ce rapport au droit. Quand on va travailler en éthique, on va avoir ce rapport au droit, on va se demander en fait ce que dit le droit. Et c'est ce qui est très intéressant, ce qui est recherché par les entreprises aussi, c'est pas d'avoir juste 2 diplômes complètement séparés et on se spécialise dans les 2. Là, en fait, on spécialise dans le fait d'avoir les 2 en fait ensemble et d'avoir des compétences transversales. Et c'est, à mon avis, l'atout majeur en fait du cursus. Alors, on va devoir fermer cette émission. Merci à tous les 2 et merci à Céline qui n'est plus avec nous d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous surtout d'avoir posé ces questions en droit et en management. À bientôt pour un nouveau live.